Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat pour suivre dans un instant l'audition de Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur qui s'est exprimé hier devant les sénateurs de la commission d'enquête sur les forces de sécurité intérieure, une commission d'enquête qui a été créée à l'initiative de la droite sénatoriale et dont le rapporteur est le sénateur LR François Grosdidier. Alors cette commission d'enquête a trouvé sa source l'automne dernier dans le malaise policier qui s'est exprimé à cette époque, également dans le constat effectué par les sénateurs de la droite sur le budget 2018 et sur le budget sécurité. Ils ont constaté que l'augmentation des effectifs policiers masquait mal les problèmes budgétaires en termes d'investissement, d'équipement, d'immobilier. Et c'est la raison pour laquelle ils ont multiplié depuis plusieurs semaines les auditions aussi bien de syndicats, de policiers que de spécialistes de la question. Et hier, ils ont donc entendu le ministre de l'Intérieur. Vous avez souhaité tout d'abord avoir une brève analyse de l'état des forces de sécurité intérieure. Je dois vous dire qu'au travers des rencontres que j'ai pu avoir à la fois sur le terrain, des discussions avec évidemment l'ensemble des directions, que ce soit celle de la police ou de la gendarmerie, en l'espace de 8 mois, j'ai pu évidemment, comme vous, percevoir le malaise qui existait dans nos forces de sécurité. Ce malaise a évidemment des origines tout à fait diverses. La première a été dans une baisse des effectifs qui a pu intervenir dans la période 2007-2012. Je ne porte aucun jugement de valeur parce que nous subissions une crise économique qui était une crise profonde, mais force est de constater qu'entre 2007 et 2012, nous avons vu disparaître 12 500 postes dans les forces de sécurité, police et gendarmerie réunies. Au moment même donc où nous venions de supprimer ces postes, est arrivée la période attentat. Et donc évidemment il y avait un espèce d'effet ciseau entre le nombre de personnes qui pouvaient, donc membres des forces de sécurité, et puis tout d'un coup, à la fois les tâches de sécurité du quotidien à pouvoir effectuer, à continuer à effectuer, et puis en même temps la lutte contre le terrorisme qui nécessitait forcément un engagement autre de nos forces de sécurité. Donc le résultat, vous l'avez décrit, c'est que nos policiers ont dû enchaîner des heures supplémentaires avec un stress opérationnel accru et des difficultés effectivement extrêmement fortes à pouvoir concilier à la fois vie professionnelle et vie personnelle. Et lorsque l'on analyse, j'en parlerai plus longuement tout à l'heure, le problème des suicides qu'on a vus au cours de cette année ou des dernières années, on s'aperçoit que c'est le cumul évidemment du stress professionnel, de difficultés personnelles, mais qui sont liées à l'éloignement éventuellement du domicile, qui crée des situations de tension et finalement des situations de désespoir. Donc je parlais de la diminution des effectifs qui est intervenue entre 2007 et 2012. On va dire qu'à partir de 2012, nous avons vu reprendre un certain nombre de créations de postes, puisque sous le précédent gouvernement, entre 2012 et 2017, ont été créés 8800 postes. Mais ces postes ont été plutôt concentrés sur des services spécialisés, parce que des problèmes nouveaux étaient nés, à savoir renseignement, évidemment, police aux frontières, et en même temps CRS pour le maintien de l'ordre, et que de ce fait, nous avons évidemment pris du retard dans la police de sécurité quotidienne et chez celles et ceux qui étaient dans la rue et que nos concitoyens effectivement voyaient. Je vous rappelle en plus que, évidemment, quand on prend une décision de création de postes,
il y a toujours un effet retard, puisque vous décidez de créer des postes, mais il faut que les promotions puissent sortir des écoles. Et donc, pour pallier ces difficultés, on a réduit la durée de scolarité, et alors qu'on était à 11 mois de scolarité, on est passé dans les dernières années à 6 mois. Ça peut expliquer aussi des problèmes d'adaptation, parce qu'évidemment, lorsque on fait 11 mois de scolarité, on a quand même une formation qui est moins importante que celle que pouvaient avoir les générations précédentes. Pour donner donc l'idée approfondie de ce qui s'est passé, en 2017, nous avons eu un pic de sortie de scolarité de 4800 personnes contre 400 en 2012. Donc ça donne évidemment le point de chute où on était tombé et le point de remontée. Donc l'effet déceptif a été accru parce qu'on avait annoncé un certain nombre de postes, mais évidemment il fallait que les gens sortent d'école, et donc sur le terrain on ne l'a pas tout de suite ressenti, et donc les forces de sécurité, que ce soit police ou gendarmerie, se sont aperçus que sur le terrain ils n'étaient pas plus nombreux. Cet effet déceptif a été d'autant plus important que les problèmes pour les forces de sécurité se sont accrus. Vous avez cité l'un et l'autre. L'attentat survenu contre les policiers Jessica Schneider et Jean-Baptiste Salvin, alors même qu'ils n'étaient pas en service, et donc qu'ils étaient tués l'un devant leur domicile, l'autre à l'intérieur de leur domicile, dans des conditions particulièrement terribles, puisque, comme vous le savez, l'enfant se trouvait donc à l'étage au-dessus quand la mère a été tuée. Et donc, on comprend qu'il y ait eu ce sentiment de malaise des policiers. En même temps, se passait, ou quelque temps après, donc l'attentat de Viry-Châtillon, avec l'incendie du véhicule. Moi, je suis allé voir à l'hôpital l'un des policiers, celui qui avait été le plus gravement atteint. Et c'était donc au début de mes prises de fonction. Et un an après, il était encore en opération parce que le visage avait été totalement brûlé. Donc on comprend que les policiers, devant effectivement ce qui se passait sur le terrain, aient exprimé un sentiment de révolte qui s'est traduit par les conséquences que vous connaissez, une sorte effectivement de révolte à un moment donné de la police. Donc, qu'est-ce que nous sommes en train d'essayer de faire? D'abord, à nouveau, d'augmenter les effectifs, puisque, comme vous le savez, donc le président de la République, dans son programme, a souhaité pouvoir, sur le quinquennat, embaucher 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires avec la répartition que vous avez indiqué. Avec dès cette année, puisque vous parliez, nous avons toujours le même effet report, hein, c'est-à-dire que les 10 000 donc, qui sont annoncés et les 2 000 qui sont annoncés cette année, nous avons un effet report, mais moins important que par le passé, puisque nous avons des sorties d'écoles qui se font en ce moment, qui sont faites sur l'année 2017. Et j'ai demandé pour savoir très exactement, en termes par exemple de police, quels allaient être les effectifs sur le terrain en plus dans l'année 2018 par rapport donc à l'année 2017. C'est très exactement donc 200 gardiens de la paix supplémentaires. Nous embauchons un certain nombre d'administratifs pour remettre des policiers sur le terrain, donc remplacement un par un.
Nous en embauchons 500 cette année, donc nous allons pouvoir remettre 500 policiers sur le terrain et nous embauchons 215 ADS. Donc au total, il devrait y avoir dans la police nationale 1200 policiers supplémentaires dès l'année 2018, ce qui nous permet, mais j'en parlerai après, de pouvoir mener la police de sécurité du quotidien. Donc voilà le premier élément que nous souhaitons pouvoir donc mener à bien, donc l'embauche d'un certain nombre de policiers supplémentaires. Deuxième élément je dirais du malaise des policiers. Ce malaise a tenu à la vétusteté, vous l'avez dit, à la fois de l'équipement immobilier et en même temps de l'équipement matériel. Alors pourquoi vétusteté de l'équipement immobilier, à la fois caserne de gendarmerie, mais également donc commissariat de police? Tout simplement parce que, comme dans les dernières années, on avait mis l'accent sur l'embauche de policiers supplémentaires, on va dire qu'on avait plutôt réduit l'investissement dans l'immobilier. Et donc aujourd'hui, nous avons repris l'investissement dans l'immobilier de manière à pouvoir permettre de répondre donc aux besoins qui sont aujourd'hui des besoins réels. Donc pour cela, comme vous le savez, nous avons dessiné donc un profil d'augmentation des budgets qui est un profil d'augmentation forte. Pour vous donner un certain nombre de chiffres, donc pour l'année 2018, les moyens des forces de sécurité intérieure s'établissent à 12,8 milliards d'euros, police et gendarmerie réunis. Alors, comme vous connaissez la mécanique, nous avons donc chaque fois les gels budgétaires. Donc, j'ai essayé de comptabiliser non pas je dirais, sur ce qui est annoncé, mais sur ce qui avait été effectué l'année d'avant et ce qui va être effectué de manière concrète cette année. Et donc, même en comptant, en mettant à part les crédits mis en réserve, les crédits devraient évoluer de la manière suivante. Pour la police nationale, après application du gel budgétaire, l'évolution devrait être de 2,9% par rapport à 2017, soit plus 209 millions d'euros, dont, pour vous indiquer, donc pas simplement la masse salariale, mais les crédits de fonctionnement et d'investissement, ceux-ci devraient augmenter de plus 6,7% à 72 millions. Et en même temps, si on compare par rapport à 2015, pour voir la rapidité, la pente d'augmentation, nous sommes à plus 713 millions, dont 256 millions pour les budgets de fonctionnement et pour les budgets d'investissement, soit plus 28,6%. Donc on voit bien qu'il y a une pente qui est relativement rapide. Pour la gendarmerie nationale, l'évolution est de plus 2,1 par rapport à 2017, plus 110 millions d'euros, dont 76 millions d'euros de budget de fonctionnement et d'investissement, soit plus 6,1. Et là encore, si on fait la comparaison par rapport à 2015, on est à plus 9,4%, plus 452 millions, dont 194 millions de budget de fonctionnement et d'investissement, soit plus 17,4%. Nous avons prévu des crédits qui puissent être pérennisés sur toute la durée du quinquennat, et c'est sur ce scénario que nous avons lancé la police de sécurité du quotidien. Parce que nous voulions justement non pas définir une nouvelle doctrine à partir du sommet, simplement en consultant les directions de la police nationale et de la gendarmerie, nous avons lancé une grande consultation.
Nous avons eu, suite à cette consultation, 72 000 réponses qui nous permettent de voir, si vous voulez, ce que sont les préoccupations de la base. Et donc, les problématiques que vous avez évoquées, auxquelles je vais essayer de répondre, sont évidemment des problématiques que nous avons évidemment vues surgir dans les réponses qui nous étaient faites. En même temps, nous avons reçu nous avons organisé 500 réunions organisées par les préfets, comprenant à la fois la réunion d'élus, la réunion d'acteurs de la sécurité, qu'ils soient membres des polices municipales, membres des entreprises privées de sécurité qui viennent qui peuvent venir et qui viennent maintenant dans un certain nombre de manifestations en renfort aux forces de sécurité nationale. Nous avons reçu une cinquantaine de contributions qui faisaient une trentaine de pages chacune. Donc nous avons eu une matière extrêmement riche. Ce qui fait, vous le savez, vous l'avez vu, que nous avons été obligés de prendre un institut de sondage de manière à pouvoir prioriser l'ensemble des réponses, dépouiller l'ensemble des réponses que nous avions reçues. Alors, par rapport à ce que nous avons reçu comme réponse, qu'est-ce qui aujourd'hui ressort? L'un des éléments qui explique le malaise des forces, c'est le sentiment d'abord que l'uniforme n'est plus aujourd'hui respecté dans notre société. C'est le sentiment, comme vous l'avez expliqué, qu'aujourd'hui, une partie des forces est utilisée pour ce que les policiers et les gendarmes appellent les tâches indues, mais aussi sur des problèmes de difficulté de la procédure pénale. Ce qui est ressorti, par exemple, des témoignages des policiers et des gendarmes, c'est de dire, moi, lorsque je passe une heure d'enquête ou de présence sur le terrain, j'ai 7 heures de procédure derrière. Et donc, évidemment, ce n'est pas ce pourquoi je me suis engagé dans la police, d'où le sentiment d'une certaine déception. Donc, c'est sur l'ensemble de ces points qu'il convient d'agir aujourd'hui, et c'est ce que nous voulons faire au travers de la police de sécurité du quotidien. Donc répondre à ces différents points. Premier point de la PSQ, c'est d'abord une police davantage respectée. Je le disais aujourd'hui, le point qui était saillant, c'est que l'uniforme n'est plus respecté. Et donc, nous voulons, dans le cadre de la police de sécurité du quotidien, avoir un État qui soutient ses forces dans les épreuves qu'elles peuvent connaître. Ce soutien, il passe d'abord par le chantier de la réforme de la procédure pénale. Et donc, nous sommes en train de travailler avec Madame la garde des Sceaux sur ce chantier de la réforme de la procédure pénale. Et je dirais que peut-être depuis bien longtemps, il n'y a plus d'antagonisme entre le ministère de l'Intérieur et la ministre de la Justice, et que nous travaillons ensemble. Vous en verrez les fruits dans quelque temps, puisque la réforme de la procédure pénale devrait arriver devant le Parlement d'ici le mois de juin, peut-être même un peu plus tôt, et arriver d'ici 1 ou 2 mois. Donc, c'est cette problématique que nous voulons porter ensemble. Donc, une police de sécurité du quotidien, c'est une police soutenue par l'État, et donc on le verra au travers des propositions que nous ferons, à la fois sur la réforme de la procédure pénale, mais en même temps sur l'effectivité des peines.
parce que ce que disent les policiers, mais nos concitoyens le disent aussi, lorsque quelqu'un est condamné, enfin, ou en tout cas est arrêté, quelque temps après, vous le voyez ressortir et il n'y a pas d'effectivité des peines. Et pour les policiers, c'est évidemment encore plus grave parce que quand vous êtes victime d'attentats comme ceux qu'on a connus par le passé et que éventuellement vous voyez que la peine n'est pas totalement appliquée, vous doutez effectivement de l'utilité de votre travail et de la façon dont la société prend en compte donc le travail que vous effectuez. Donc une police respectée, c'est une police aussi qui à la fois, et vous en avez parlé, dans l'immobilier, en même temps dans son équipement, est une police qui est bien dotée. C'est pour cela que nous avons, pour les bâtiments, donc annoncé il y a un mois environ, donc un grand plan de rénovation doté de 196 millions d'euros par an pour la police nationale et de 101 à 105 millions d'euros, 101 cette année et 105 à partir de l'année prochaine pour la gendarmerie. Donc ces dotations vont permettre la réalisation de 78 opérations nouvelles. Compte tenu de la situation de vétusteté d'un certain nombre de bâtiments, j'ai souhaité qu'un effort particulier soit porté non pas sur des opérations nouvelles, il y en aura un certain nombre, mais sur la maintenance lourde. Et par exemple, pour la maintenance lourde, les crédits vont atteindre 50 millions d'euros à l'horizon 2020 et une augmentation importante. C'était sur 2005 le point le plus bas, nous étions à 14,7 millions d'euros. J'ajoute en plus que nous avons décidé de décentraliser au niveau des DSP un certain nombre de ces crédits. Nous allons décentraliser 50 millions d'euros par an, de manière qu'ils seront à la discrétion des DSP. Vous connaissez les procédures dans la police, elles sont un peu lourdes, et donc pour pouvoir réparer quelque chose, il faut que vous passiez les bons de commande, etc., etc. Vous aurez là la discrétion des DSP, qui eux-mêmes devront travailler avec les commissaires de police, la possibilité, ici, de mettre le petit coup de peinture qui va bien, là, de changer ce qui est cassé, alors que j'ai vu un certain nombre de témoignages dans les commissariats de police, quelquefois ils me disaient, plutôt que d'attendre l'obtention, on se cotisait entre nous pour changer la chose qui nous paraissait totalement urgente à faire. Donc ça va donner un peu de souplesse donc, sur le fonctionnement. Pour ce qui comporte l'équipement des forces, en 2018, donc un effort significatif sera réalisé avec 150 millions d'euros de crédit pour la police, 83 millions d'euros pour la gendarmerie, mais avec, si vous voulez, là des chiffres qui ne sont pas significatifs parce que vous avez des effets de pic, c'est-à-dire quand vous commandez des uniformes, c'est fait une fois pour toutes et vous ne recommandez pas toutes les années, c'est évidemment en fonction des marchés pluriannuels que nous pouvons donc porter. Malgré tout, notre objectif, puisque vous m'avez interrogé sur les véhicules, c'est de tendre vers les 3000 nouveaux véhicules par force. C'est de continuer à moderniser l'armement avec l'achat de tasers, de pistolets, etc., l'acquisition de gilets. Troisième point de la police de sécurité du quotidien, c'est une police toujours plus connectée. Nous sommes en train de passer d'une police du 19e siècle à une police du 21e siècle. Pour cela, vous le savez, la gendarmerie est d'ores et déjà équipée presque intégralement en tablettes et smartphones Néo, 67 000 terminaux. La police nationale va monter en gamme. 22 000 nouveaux dispositifs viendront s'ajouter aux 27 000 déjà déployés,
qui évidemment permettent à nos forces de gagner un temps précieux. Je pense que les uns et les autres, vous avez vu les applications qui sont possibles avec ces smartphones. Là où vous passiez un quart d'heure pour téléphoner au commissariat pour regarder si une personne contrôlée était dans les fichiers, en l'espace d'une minute, vous avez l'ensemble des données. Et donc, vous savez si quelqu'un est fiché otage, au FPR, au FSPRT, etc., etc. Ce qui va permettre aussi de pouvoir faire la forfaitisation des petits délits. Parce que sur les petits délits, vous contrôlez quelqu'un, vous voyez qu'il n'est pas fiché otage. Vous pouvez donc mettre, et c'est l'application que nous sommes en train de réaliser, donc ça demande que l'application puisse être réalisée. Vous pourrez demain faire tout de suite payer un montant. Dès aujourd'hui, vous pourrez donc mettre une amende dont il s'agira d'obtenir le recouvrement, et vous connaissez un peu les difficultés. Nous sommes en train de travailler avec le ministère des Comptes publics parce qu'on dit souvent, mais pour le recouvrement d'amende, lorsque l'on est à moins de telle somme, ça coûte plus cher que de recouvrer. Donc, on laisse finalement tomber. Sauf que là, pour la deuxième fois, on aura d'enregistrer la première prise de contrôle et le premier délit, et qu'il pourra, pour la deuxième fois, y avoir une pénalisation et plus une amende, c'est-à-dire qu'on continue dans la pénalisation. C'est pour cela qu'on a dit, par exemple, après la discussion qui avait eu lieu sur les problèmes du cannabis, que nous étions pas pour la dépénalisation des problèmes de cannabis, et qu'il pouvait continuer à y avoir après une première amende. Elle ne se substituait pas à la capacité ensuite de poursuivre en justice, mais qu'il y avait des choses qui étaient complémentaires. Nous sommes en train également de déployer des caméras piétons. Il y en a aujourd'hui 2600. Nous allons en rajouter 10 400, pardon, 10 400. Et là aussi, c'est à mon avis un changement relativement important. Un changement à la fois pour les policiers, mais un changement pour ceux qui sont en face. Pour les policiers, parce qu'ils savent que la scène d'interpellation ou de contrôle, ils vont la filmer. Et donc, ça oblige à une certaine réserve. Pour ceux qui sont en face, parce qu'ils savent qu'ils sont filmés. Et donc, il ne pourra pas y avoir, après coup, d'interprétation où on dira « mais ce sont les policiers qui nous ont agressés, et donc c'est nous qui sommes les victimes ». Là, l'enregistrement, il est objectif. Quand le policier arrive, il peut donner un OPJ dans son commissariat ce qu'il a enregistré. Et donc, nous avons des documents qui peuvent permettre ensuite de poursuivre, et de poursuivre de manière efficace, sans que ce soit parole contre parole, ce qui est aujourd'hui très souvent le cas. Autre mesure, une mesure extrêmement importante, qui est le quatrième axe d'action de la PSQ, c'est ce que nous appelons le développement d'une police sur mesure. Parce que c'était une des grandes leçons aussi que nous avons tirées de la consultation, c'est que les policiers et les gendarmes, ils vous disent évidemment, suivant les lieux où vous êtes, on n'a pas le même type de délinquance et de criminalité. Vous allez aller dans certains lieux où c'est le trafic de stupéfiants qui sera la principale source de grande délinquance. Dans un autre secteur, ce seront les cambriolages. Donc vous ne pouvez pas avoir le même type d'organisation de la police suivant que vous êtes dans une zone ou dans une autre. Et donc nous allons donner beaucoup plus de latitude aux DDSP pour pouvoir adapter leur réponse à la criminalité en fonction de ce qu'ils ont sur le terrain. Nous irons d'ailleurs assez loin dans ce sens, puisque vous savez que sur les zones qui ont été retenues pour être des quartiers de reconquête prioritaires, donc 30 au cours de cette année,
30 autres d'ici la fin du quinquennat, où nous allons remettre à disposition entre 15 et 30 personnes supplémentaires suivant les zones et la gravité de la délinquance. Donc sur ces quartiers-là, dans les affectations qui seront faites, non pas sur les personnes, mais sur les profils, nous allons permettre qu'il y ait une discussion entre la direction de la police nationale et puis les DSP, de manière à essayer d'adapter le profil des personnes qui seront affectées en fonction du type de délinquance que nous aurons. Pour les zones de gendarmerie, vous avez sans doute vu que nous ferons bénéficier 20 départements d'effectifs supplémentaires avec 500 renforts qui leur seront affectés. Donc nous avons demandé, par rapport à ce que vous disiez, que nous ayons une capacité de latitude des DSP, et nous pensons, par rapport aux analyses que vous avez faites, que la politique du chiffre dont on a tant parlé, dont les policiers et les gendarmes se plaignent, est une politique qui est finalement une politique de dupe. Parce que si vous voulez faire du chiffre, chaque policier vous dira « moi je sais le faire, je vais aller dans tel quartier où je sais que je vais pouvoir faire 10 interpellations », mais en fait, ça ne s'attaquera pas véritablement au problème. Si en fait je veux m'attaquer au problème, je ne vais pas faire de chiffres, parce que l'enquête sera longue, le dispositif à mettre en place sera peu productif, mais là, j'aurai de véritables résultats. Et donc, l'idée que nous avons, c'est d'avoir moins de reporting incessant, mais plus de contrôle a posteriori et de contrôle aléatoire, y compris d'ailleurs d'enquête, comme nous avons fait avec Opinionway là, sur les questionnaires, d'enquête sur le terrain, pouvoir avoir un certain nombre de sondages qui seront faits sur l'évolution, effectivement, du sentiment, de la perception de la délinquance dans la population, ce qui est évidemment quelque chose de totalement important. Nous voulons, enfin, dernier élément, une police plus partenariale. Donc, plus partenariale, c'est d'abord évidemment avec les élus, et en dehors donc des quartiers ou des zones de gendarmerie que nous avons choisies, nous avons demandé à tous nos policiers, à nos gendarmes, de pouvoir prendre contact avec tous les maires, de manière à ce qu'il y ait un dialogue entre les maires et effectivement nos forces de police et de gendarmerie. Donc d'ici tout l'été, c'est une tâche que nous leur demandons, mais qu'ils font déjà dans beaucoup d'endroits de manière évidemment assez spontanée, de pouvoir définir avec le maire une stratégie sur le territoire. Et en fonction de la stratégie, d'adapter leurs réponses. Vous savez peut-être que la gendarmerie le fait déjà fortement au travers, par exemple, de ce qu'ils ont appelé les brigades de contact, qui sont des brigades qui, effectivement, vont voir régulièrement les commerçants, les directeurs d'école, etc., et qui, ensuite, permettent à leurs autres collègues de pouvoir agir parce qu'ils font remonter un certain nombre de renseignements. Nous voulons donc, dans cette police partenariale, agir sur ce qu'on appelle le continuum de sécurité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on regarde quelles sont les forces sur le territoire, on s'aperçoit qu'il y a les forces évidemment de sécurité nationale, police et gendarmerie, mais que beaucoup aujourd'hui de police municipale dès les villes moyennes se sont beaucoup professionnalisées, que beaucoup de maires ont investi dans la vidéoprotection, etc., qu'en plus, il faut compter pour tous les grands événements aujourd'hui avec les agents des entreprises de sécurité privée. Et donc, nous avons chargé 2 députés de pouvoir faire un rapport dans les prochaines semaines, j'espère qu'ils nous le rendront sous 3 mois,
sur ce continuum de sécurité, ce qu'il implique comme possibilité éventuellement d'action plus importante de la police municipale, d'action plus importante, mais sous condition de professionnalisation des agents de sécurité privés. C'est en particulier M. Fauvergue que j'ai chargé de cette mission. On peut dire qu'il a une certaine expérience sur ce que doit être la sécurité et comment on peut l'assurer. Donc je pense que nous aurons la capacité à vous faire part d'un certain nombre de réflexions sur ce continuum de sécurité. Voilà quelques points que je voulais souligner. Je reprends les notes que j'ai prises pour savoir s'il y a quelques points sur lesquels je n'ai pas répondu. Oui, je n'ai pas répondu sur le temps de travail. Vous savez qu'il y a deux problématiques. La première problématique était la circulaire européenne, qui imposait les 11 heures de repos, etc., mais qu'il y avait aussi une signature par le gouvernement précédent, donc peu avant la fin du mandat d'ailleurs, d'un protocole avec les forces de police. C'était en particulier toute la problématique de la vacation forte. Nous avons demandé un moratoire d'1 an sur la vacation forte et nous avons chargé l'inspection générale de l'administration et de la police de nous faire, et de la gendarmerie, de nous faire un rapport sur cette question de manière à voir comment nous pouvons, agir avec cet engagement-là. Parce que autant cette problématique ne pose pas trop de difficultés lorsqu'on est dans des zones denses où on a effectivement des effectifs importants. Dès que vous êtes dans des zones moins denses, évidemment, soit les gens sont dans la vacation forte, soit ils sont sur le terrain. Donc là, ça implique un certain nombre de difficultés et c'est pour cela que nous avons fait ce moratoire. Sur la fidélisation, comme vous le savez, il existe déjà un certain nombre de primes qui aujourd'hui sont prévues, en particulier pour fidéliser dans la région parisienne, puisque en général on est nommé en région parisienne et qu'au bout des combien, c'est 5 ans, 8 ans 5. Elles ne suffisent manifestement pas pour fidéliser. Je suis d'accord avec vous. Pour le moment, elles ne suffisent pas. On va essayer de faire en sorte que l'on travaille sur un certain nombre de revendications. Par exemple, les policiers demandent, vous le savez, à pouvoir bénéficier dans les transports de l'Île-de-France en grande couronne de gratuité. Nous sommes en train de travailler avec la présidente de la région Île-de-France sur cette problématique. Sur les logements, je dirais que les problèmes de logement en Île-de-France, ils existent pour les policiers, ils existent hélas pour tout le monde. Et que la difficulté de construire dans l'Île-de-France, c'est un problème structurel qu'on discutera peut-être un jour dans le cadre des discussions sur la réforme du Grand Paris. Mais quand je compare la faculté de construire ici et la faculté de construire ailleurs, je me dis qu'ici, c'est quand même un peu compliqué de construire, parce qu'avec le niveau de référence que vous avez, il faut passer pour un permis de construire au niveau municipal, puis au niveau intercommunal, puis au niveau départemental, puis au niveau régional, et quelquefois, il faut traiter avec la ville de Paris. Le temps que vous obteniez un permis de construire, moi j'avais un ancien directeur de mes services lorsque j'étais à Lyon, qui avait été président d'un office de la région parisienne, et il me disait c'est quand même un peu plus simple de construire dans des endroits où les niveaux de hiérarchie de pouvoir sont quand même moins importants. Sur le problème de la colocation dont vous avez parlé, le problème n'est pas simplement immobilier, il est que beaucoup de policiers aujourd'hui ont leur famille qui est assez loin du lieu où ils sont affectés. Et à mon avis, ça c'est une des causes de mal-être, parce que quand vous l'avez dit, quand on prend un appartement à 5 ou 6 ou 7 et qu'on fait une espèce, de turnover comme ça, c'est vrai qu'on ne vit pas dans les meilleures conditions et que vous n'avez qu'un souci, c'est effectivement de pouvoir repartir chez vous. Sur le problème des suicides, moi c'est un problème qui m'a
particulièrement affecté au début du ministère, parce que je voyais effectivement, j'essayais sur chacun de ces suicides de regarder à la fois ce qui pouvait être du niveau de l'institution et ce qui pouvait être cause personnelle. Et on voit que les choses s'interpénètrent beaucoup. Donc j'ai demandé à la fin de l'année dernière, à la fois au directeur général de la police nationale et au directeur de la gendarmerie, de travailler sur à la fois une analyse des causes, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas d'analyse, je dirais, précise sur l'environnement, et donc ça ne permet pas de dégager de grandes tendances. Ensuite, de travailler sur les mesures préventives, et en particulier, ce que j'ai constaté, et ce sur quoi on va travailler, c'est que aujourd'hui, un policier ne vous dira jamais qu'il est en difficulté psychologique. Parce que dire qu'on est en difficulté psychologique, c'est vis-à-vis de ses collègues se mettre en difficulté. Donc il convient sans doute à intervalles réguliers que tout le monde passe des examens devant la médecine du travail. Donc là, vous pouvez vous confier, tandis que jamais personne n'ira voir le psychologue en disant j'ai des problèmes, ça va pas bien, etc., etc. Donc on va essayer de rechanger. Mais le chef direct peut avoir un rôle. Le chef direct peut avoir un rôle, et y compris d'ailleurs, si vous voulez, non seulement le chef direct, mais ce qu'on dit aujourd'hui est une des causes. On va essayer de refaire cela. C'est une des directives qu'on va donner dans les commissariats. Dans les commissariats, il y avait par le passé, même si ce n'est pas la forme passée qu'on veut reproduire, des moments de convivialité. Là, ce qu'on a vu, c'est que les gens sont de plus en plus dans des « j'ai ma mission, je termine ma mission, et après, hop, je m'en vais du poste ». Et qu'il n'y a plus cette espèce de contact, qu'il y a davantage, c'est peut-être pour ça qu'il y a moins de suicides dans la gendarmerie, chez les gendarmes, parce qu'ils vivent ensemble, et qu'il y a une notion de groupe qui aujourd'hui tend à disparaître un peu dans la police nationale et qu'il nous faut recréer. Sur les autres choses, je crois que je vous ai parlé à peu près de tout. Sur PPCR, vous avez raison, elle a été donc reportée, comme vous le savez, d'1 an. Nous avons, dans le cadre de PPCR, pour la police et la gendarmerie, nous avions cependant un certain nombre de mesures sociales que nous avons maintenues à hauteur, je le dis de tête, de 59, j'allais dire 57 millions, 59 millions, et donc qui seront mises en œuvre en 2018. Donc on va dire que l'on a pu réussir à maintenir une partie de ce qui avait pu être négocié. Voilà pour un premier point, et je suis à votre disposition pour répondre sur toutes les questions que vous voudriez soulever. C'est justement le cas, Monsieur le Ministre. Merci en tous les cas pour cette longue présentation. La réponse à la première batterie de questions posées par le... Si vous voulez, pour Madame Gali qui s'en va. Alors elle avait justement une question à vous poser. Madame Gali, ensuite il y aura Monsieur Leroy, puis Monsieur Marc et Madame Raymond Pavreau. Voilà. Alors, Madame Gali. Merci, Monsieur le Président. On va prendre toutes les questions et puis ensuite... D'accord. Je ne pourrai pas écouter la réponse parce que je m'en excuse, mais j'ai une réunion pour la PHM à Marseille avec la ministre de la Santé, donc je vais au ministère de la Santé et c'est pas toujours simple de tout faire à la fois. Faites vite et court. Donc, alors, Monsieur le ministre, vous avez dit beaucoup de choses, vous avez apporté beaucoup de réponses à nos questions, mais j'avais une question sur l'approche globale qui fonctionnait bien. Vous nous avez mis aujourd'hui donc la police du quotidien, mais en même temps sécurité du quotidien, sauf que l'approche globale est quelque chose qui fonctionnait bien, qui s'est arrêté. Et je regrette qu'on ait. Est-ce que dans la police de sécurité du quotidien, on aura cet état d'esprit de l'approche globale qui met justement tous les acteurs autour de la question de la sécurité, parce que la sécurité c'est important, mais seule, elle ne pourra rien faire non plus. Voilà, je fais court parce que. Si vous voulez, lorsque j'ai parlé tout à l'heure de police partenariale, c'est justement cet aspect global. Moi, je sais que c'est les groupes de sécurité locaux qui réunissent à la fois un commissaire de police, les élus du terrain, pas parce que vous regardez pas la criminalité, c'est pas à l'échelle d'une agglomération, c'est effectivement quartier par quartier, parce que d'un quartier à l'autre,
d'un bout à l'autre de l'agglomération. Vous le savez bien, vous n'avez pas le même type de délinquance, il ne faut pas apporter le même type de réponse. Alors, comme vous savez, sur Marseille, parce qu'on considère qu'il y a une problématique quand même qui est relativement importante. Quand je regarde effectivement la guerre des stupéfiants à Marseille, c'est quand même une problématique qui est extrêmement sensible. Et il y a quelques villes comme ça où nous avons des problèmes de stupéfiants particulièrement importants. Et sur Marseille, c'est évidemment le cas avec cette guerre pour conquérir les terrains que vous connaissez. L'approche, à mon avis, doit être plus globale aussi. Si vous me permettez une réflexion, pas de ministre, enfin de ministre de l'Intérieur, si vous voulez, c'est que je sais que l'urbanisation, l'architecture, l'équipement sportif, culturel, etc., ça joue beaucoup. Et que la réponse, elle ne peut pas être simplement que sécuritaire, parce que très souvent, mes policiers me disent, nous, on est le dernier maillon de la chaîne et on ne regarde que nous. Mais regardons de manière plus globale. Et je pense qu'effectivement, il faut, si on veut donner les bonnes réponses, qu'on ait des approches qui soient globales. Pour ça que la discussion avec les maires est aussi importante, parce que, je veux dire, il faut qu'il y ait des politiques nationales qui s'articulent avec des politiques locales. Et forcément, les politiques dans les quartiers, par exemple, de reconquête républicaine dont on a parlé, nous travaillerons évidemment avec le ministère de la Justice. Il faut que procureurs et donc des DSP s'entendent bien, mais il faut travailler avec l'urbanisme, il faut travailler avec l'éducation nationale, il faut travailler avec les services sociaux, etc. C'est dans une approche globale que l'on peut réduire les problèmes de sécurité. Vous aviez, malgré donc ces difficultés, un manque assez important de personnel, on va dire, en sécurité publique. C'est pour cela que nous avons mis 2 quartiers de Marseille en général. Les uns en ont, les agglomérations, enfin les villes n'en avaient qu'une. Nous en avons mis 2 sur Marseille parce que nous pensons, et 2 avec des effectifs assez importants. Vous allez être, je crois, au maximum des effectifs parce que nous pensons que sur Marseille, les problématiques sont effectivement extrêmement dures et qu'il faut un travail assez important. Je pense que votre dernier préfet chargé de la sécurité n'était pas trop mauvais. C'est pour cela que nous l'avons recruté au ministère de l'Intérieur. Et donc, nous avons fait en sorte que nous en ayons un qui suive sur Marseille les mêmes pratiques que son prédécesseur. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Leroy, sénateur des Alpes-Maritimes. Tout à fait. Je vais essayer d'être très court. Par contre, je ne parlerai pas autant que vous, Monsieur le Ministre, mais je voudrais tout simplement dire que vous avez fait le constat. Tout ce que vous nous avez dit, c'est un constat. Sachez qu'on a entendu quasiment tous les policiers, sauf un syndicat. Qu'on a entendu le CFMG. Qui va venir, hein. Pardon ? Qui va venir. Qui va venir. Mais ils sont tous constants. Sa contribution. Bon. Non mais, Monsieur le Ministre, elle est très rapide la question. Vous faites un constat. Oui. Vous soignez avec des pansements. Oui. Toute la police, Monsieur le Ministre, toute la police fait le même constat que vous. Tous les préfets font le même constat que vous. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vous disent, tous les policiers ? Ils vous disent, on n'a plus de chefs, on en a tellement qu'on ne les identifie plus. On vous dit qu'on n'a pas de moyens, ou très peu, ils sont périmés. Alors, ce n'est pas de votre faute, hein, Monsieur le Ministre. Vous êtes là depuis 8 mois, effectivement, c'est un mal, c'est une longue maladie qui arrive aujourd'hui presque à échéance. Ils vous disent, on ne s'identifie plus, on est au bout du bout, on ne sait pas où on va. Donc créer, Monsieur le Ministre, une nouvelle police. Il faut tout restructurer, complètement, tout. Là, ce que vous faites le généraliste. Vous allez penser, vous allez soigner, mais prenez des spécialistes, mettez-les ensemble,
pas comme disait Clémenceau, si on veut enterrer, on crée une commission. Mais honnêtement et sincèrement, la police va très mal, elle est au bord de l'explosion. On a entendu des gens qui nous ont dit on est en train de s'organiser pour faire porter pâle tout le monde, pour bloquer. Écoutez, je vous répète ce qu'on nous a dit ici à la commission. Alors, de grâce quand est-ce qu'on va prendre vraiment le dossier à bras-le-corps pour créer une police du 21e, voire 22e siècle? Soyez le ministre qui crée une nouvelle police. Il faut tout refondre, monsieur le ministre. Tout. Alors c'est sûr qu'en 8 mois, vous n'allez pas faire. Et vous allez rester l'infirmier ou le médecin généraliste, mais le problème va se perpétuer. Les policiers attendent ça, monsieur le ministre. Allez voir donc l'ensemble des mesures, parce que là j'ai balayé, même si c'était long, de manière un peu rapide, mais allez voir les propositions que nous avons mis dans la police de sécurité du quotidien, et vous verrez que on met pas simplement des pansements qui sont comme ça, juste pour panser la plaie, qu'on essaye de traiter en profondeur. Alors après, comme vous l'avez souligné, moi c'est le constat que j'ai fait en arrivant, je veux dire que le sujet, si je puis dire, est sensible. Et que si vous arrivez et que vous dites je vais tout changer, du style par exemple, à la limite, pourquoi pas, je connais les propositions d'un certain nombre de sénateurs ici, dire que la préfecture de Paris, peut-être faut la remettre avec voilà, la police nationale, etc. etc. Si vous faites ça dans les 6 premiers mois, là, à mon avis, vous allez droit dans le mur. Donc il faut commencer par gagner la confiance, et j'espère que c'est ce qu'on est en train de réaliser. Puis après, vous pouvez aller de plus en plus dans des réformes de fond. Mais oui, aujourd'hui, je confirme le diagnostic. Et quand je suis arrivé, je veux dire, c'est ce qui m'a frappé, qu'il y a une certaine désespérance, une interrogation sur le sens du métier et sur la place qu'a la police dans la société, parce que les gens vous disent, nous, quand il y a urgence, bravo les policiers, dès qu'il y a un problème, tout le monde nous tombe dessus. Et je peux vous dire que sur des sujets qui peuvent vous intéresser un peu, c'est aussi des problèmes de sécurité. Sur la police aux frontières, par exemple dans les Alpes-Maritimes, il faut quand même être chevillé au corps pour faire le job qu'on vous demande. Parce que le premier truc qui ne va pas, boum, dans les médias, vous allez être attaqué, y compris de manière indue. Donc il faut aussi que notre société, pas seulement les politiques, mais la société en général, s'interroge sur la façon dont elle veut être gérée. Parce que si tout le monde a du mépris d'une certaine manière pour les forces de l'ordre, les gens laisseront aller, il n'y aura plus de sécurité. Et quand il n'y a plus de sécurité, quand il n'y a plus de loi respectée, la seule loi qui reste, c'est la loi du plus fort. On l'a vu dans quelques endroits. Merci. J'ai noté la demande de parole de M. Dominati. M. Alain Marc, sénateur de l'Aveyron. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Ministre. Moi, je voudrais savoir, première question, si la réglementation européenne en matière de respect du temps de travail s'applique aussi aux militaires. Parce que vous avez parlé d'un moratoire, mais si ça s'applique aux militaires, que se passe-t-il dans l'opération? C'est juste une question qui me paraît quand même, pour laquelle j'ai moi-même une réponse, mais qui n'est peut-être pas celle, justement, la réponse européenne de cette circulaire. Le problème du logement, puisque j'ai l'honneur d'être le rapporteur pour avis du budget de la pénitentiaire, c'est le même pour les surveillants, enfin les personnels qui sont surveillants de prison en la matière. Le problème du logement est aussi général pour les fonctionnaires qui se retrouvent sur Paris avec peu de possibilités d'être logés, et pour certains d'entre eux, donc, ils dorment dans des voitures en attendant de trouver un logement, pourquoi pas en colocation.
J'ai eu la chance la semaine dernière, autre question ou autre proposé, une autre remarque, d'être avec une brigade de contact de gendarmerie. C'était d'ailleurs sur Public Sénat vendredi et c'est passé hier. La police de sécurité du quotidien, pour le coup, s'applique exactement à cela et on a parlé beaucoup de problèmes, mais pour cela, je crois qu'il y a beaucoup d'avantages. Vous avez évoqué le fait que les gendarmes sont beaucoup plus sur le terrain dans ces brigades de contact, puisqu'ils effectuent 70% de leur temps au contact, et non pas 70% à travailler sur les procédures. Donc, probablement que la réponse se trouve dans l'allègement des procédures pénales, que l'on va voir avec la loi à venir, ou alors avec le fait que d'autres fassent ou font le travail de procédure pendant qu'eux sont sur le terrain. En tout cas, cette expérience-là est une expérience qui me semble extrêmement intéressante et qui porte ses fruits, qui fait que les élus sont en contact avec les forces de police, la population l'est, et qu'on a même des gendarmes qui se retrouvent à donner leur téléphone portable, leur numéro, aux populations rurales. Je trouve ça franchement très très intéressant à suivre et peut-être donc à perpétuer ou du moins à étendre sur le territoire lorsque c'est possible. En milieu hyper-urbain, c'est peut-être pas le cas. Dernière question. Depuis que la police et la gendarmerie sont sous votre égide, monsieur le ministre, on parle beaucoup moins, évidemment, de guerre des polices et de la gendarmerie, et je trouve que cela marche peut-être pas trop mal. Nous avons eu ce matin un article dans le Midi Libre, par contre, avec un problème avec la douane. Je le dis parce que il y a eu une saisie de douane au viaduc de Millau, où il y en a d'ailleurs assez souvent, et le procureur de la République a dit d'ailleurs dans la presse qu'il trouvait regrettable que la police et la gendarmerie n'aient pas été mises dans le coup pour faire en sorte que les éclaireurs, vous savez ceux qui sont devant, puissent être pris et attrapés par nos gendarmes ou par les policiers, alors que seule la quantité a été saisie avec les gens bien sûr qui occupaient le véhicule. Première chose, est-ce qu'en la matière, vous comptez faire quelque chose qui serait sans doute plus efficace? Parce qu'on a retrouvé aussi d'autres cas similaires en France. Puis il y a quelque chose qui est un petit peu anormal, et on me dit qu'il faut modifier la Constitution pour ce faire. Les douaniers ont le droit, ça tombe bien, monsieur le ministre, les douaniers ont le droit d'ouvrir les coffres des véhicules, mais les policiers et les gendarmes, eux, doivent demander si les conducteurs veulent bien montrer leur coffre. Et pour ce faire, comme c'est considéré comme une extension de domicile, il faudrait modifier la Constitution. Et c'est une demande parce qu'on a beaucoup de contacts, nous, avec les gendarmes et avec les policiers. C'est une demande de nos policiers, de nos gendarmes. Alors, à l'occasion peut-être de la modification de la Constitution, permettons-leur aussi de regarder ce qu'il y a dans les coffres, parce qu'évidemment, il y a des armes qui peuvent être transportées, comme chacun sait, et qu'il paraît un petit peu dommage que seuls les douaniers, en l'occurrence, puissent le faire. Sinon, c'est possible, mais avec le procureur de la République qui décide d'une perquisition à tel moment, à tel endroit, et lorsqu'on dépasse, eh bien, les procédures sont annulées lorsqu'on n'est pas complètement dans les clous. Voilà. Sur les constats, je les partage volontiers avec vous. Les brigades de contact, j'ai vu évidemment que c'était assez formidable. Et nous allons passer de 40 brigades de contact aujourd'hui à 250 dans les prochaines années, parce que je pense que c'est un outil exceptionnel qui a été mis au point. Et donc, je souhaite que dans la police, on ait aussi la même culture, qui fasse qu'il y ait des gens qui, dans les quartiers, soient aussi des référents au sein du commissariat de police, qu'ils aient un correspondant. On a tous dans les grandes villes maintenant, c'est la loi des conseils de quartier, etc., qui s'occupent d'urbanisme, d'environnement, que quelqu'un puisse s'occuper de sécurité et être en contact avec quelqu'un du commissariat, c'est une des consignes que nous allons faire passer dans les différents commissariats. Sur le travail avec les différents services, évidemment qu'on demande que l'on travaille ensemble. C'est pas tous les jours facile parce que l'interprétation des uns et des autres peut être différente. Vous avez peut-être vu que dans des affaires récentes de trafic de stupes,
la limite à franchir pouvait être interprétée de manière différente entre les uns et les autres. Donc voilà, on essaye de trouver le bon équilibre avec la ministre de la Justice. Donc ensuite, alors je ne connais pas votre problème exact et comment on n'a pas travaillé ensemble, parce que théoriquement, dans les GoFast, puisque c'est de cela que vous parlez, il y a la voiture ouvreuse. Alors, évidemment, on évite en général de l'alerter pour qu'il n'y ait pas les autres qui fassent demi-tour, parce que ce sont des gens assez intrépides, mais on essaie d'arrêter, je pense qu'on arrêtera tout le monde là. Monsieur le ministre, c'est le procureur qui a dit ça. Enfin, je veux dire, ce sont les paroles reprises ce matin dans Midi Libre au Sud d'Aveyron. Vos conseillers peuvent peut-être le regarder. Oui. Bah, on dira à la garde des Sceaux que le procureur... Enfin, je ne dirai rien d'ailleurs. Je suggérerais que les jugements puissent les porter déjà en interne avant de les porter en externe. Parce que c'est comme ça qu'on travaille bien ensemble aussi. Nous avons encore 4 collègues qui souhaitent poser des questions. Madame Raymond Pavero, ensuite Monsieur Sol, puis Madame Loisier et Monsieur Dominati. Madame Raymond Pavero. Monsieur le ministre, la crise est vraiment profonde et bien entendu, elle n'est pas de votre fait. Mais il me paraît indispensable de rappeler quand même certains propos que nous avons entendus pendant les auditions qui nous ont alarmés. Je suis de l'avis de mon collègue. Il est utile aujourd'hui d'entreprendre véritablement une vraie réforme structurelle avec de véritables mesures qui sont parfois de fond, mais qui peuvent être très simples. Je me souviens de l'intervention de la police scientifique qui, par exemple, exprimait sa difficulté à dire « Nous, lors des interventions, nous devons décliner notre identité devant tout le monde, mais pas forcément les policiers d'intervention. » Je le dis au passage parce que c'est important de l'entendre. Et puis vous avez évoqué, entre autres, cette situation de désespoir par l'éloignement des familles sur nos policiers, concernant nos policiers. Serait-il pas pertinent de présenter, par exemple, un plan d'accompagnement famille tel que cela a été fait au niveau des forces armées? C'est une idée que j'évoque. Et puis vous avez dit la police respectée, elle passe par une véritable réforme pénale. Oui, qui permet aussi de faire évoluer effectivement les clauses pénales. On a eu des pistes. Aujourd'hui, nos policiers sont en face de jeunes de 12 ans qui sont armés et se retrouvent avec des cocktails Molotov à être brûlés dans des voitures par des jeunes. Est-ce qu'on peut envisager une évolution, ne serait-ce que de l'ordonnance, par exemple, de 45 concernant les mineurs, une évolution sur les mandats de dépôt également, nous l'avons entendu à plusieurs reprises. La police respectée, ça passe aussi par le fait de se sentir soutenu, défendu, surtout en cas de polémique, de sentir aussi le besoin de la prise en considération de leurs paroles devant des magistrats. Et je crois qu'il est important de tenir compte de tout cela. Mais je voudrais vous poser 2 questions. Que pensez-vous, puisque c'est ressorti lors d'audition, du fait de faire piloter entre elles les différentes directions qui relèvent du ministère de l'Intérieur, telles que DGSI, DGSE, la SRPJ, la DRSPN, etc. Et puis une autre question. Oui, pardon, je vais la reprendre. Que pensez-vous du fait de faire piloter, par exemple, entre elles, les différentes directions qui sont au sein du ministère de l'Intérieur, en parlant des GSI, des GSE, SRPJ, des RSPN, etc. Et puis, il est effectivement ressorti au niveau de la police nationale le besoin de réunir les corps, c'est-à-dire la hiérarchie, avec les policiers, pour essayer d'avoir un socle commun, tout simplement parce que les policiers avaient besoin de sentir le soutien de leur hiérarchie qui, à leur sens, aujourd'hui, était un peu absente.
Il y aurait besoin d'un véritable management et je crois qu'il est important peut-être de créer cet ascenseur social ou tout du moins d'essayer de le développer. Mais serait-il pas pertinent de créer une académie de la police nationale? Je vous remercie. Bien, je vais essayer de répondre à quelques-unes d'entre elles, peut-être même à tous, sur le travail sur la police scientifique. Je peux vous dire que moi, je commence maintenant à connaître un tout petit peu, et qu'en général, quand même, ils travaillent vraiment main dans la main et qui font du travail qui est quand même assez extraordinaire. Où je vois par exemple le travail qui est fait sur retrouver à partir, enfin vous avez vu par exemple sur les récents cas, donc le travail de la gendarmerie, comment ils ont réussi à retrouver un certain nombre de pistes, le travail qu'ils ont fait, donc qui était absolument remarquable. Et je peux vous dire que sur beaucoup de cas, ils font un travail qui est tout à fait remarquable, y compris d'ailleurs quand on disait par exemple les caméras, enfin les smartphones plutôt. Aujourd'hui, avec le smartphone, il vous photographie un certain nombre de scènes, par exemple sur les crimes, et ils envoient tout de suite la photo, de manière à ce que les gens commencent à travailler sur les premiers indices qui sont vus. Donc il y a une chaîne qui n'est quand même pas aussi coupée que l'on veut bien le dire parfois. Sur le logement des familles. C'est leur anonymisation. Alors l'anonymisation, on va sur l'anonymisation de l'entrée en vigueur va se faire d'ici la fin du mois de mars. Le décret doit sortir. Donc ça sera quelque chose de fait. Sur le mandat de dépôt, ça sera un sujet qui sera abordé dans le PJL sur les réformes de la procédure pénale et sur l'effectivité des peines. Sur le problème alors des logements des familles, si vous voulez, il y a une véritable problématique. C'est que quand vous regardez, vous superposez les cartes de la criminalité, de la délinquance, on va dire en général, la délinquance, et les cartes des effectifs police ou gendarmerie, elles ne coïncident pas. Tout simplement parce que vous avez des tropismes contre lesquels il est dur de lutter. Vous voyez, le tropisme qui emmène vers la Bretagne, par exemple, est assez fort. Et donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de gens qui veulent aller là-bas. Le tropisme sud-ouest est assez fort aussi. Et vous avez un certain nombre de gens qui veulent aller là-bas. Donc voilà, c'est contre cela. Moi, ministre de l'Intérieur, il faut aussi un contre-tropisme financier. Mais je suis assez d'accord avec vous, mais il va falloir qu'il soit assez élevé pour combattre effectivement le tropisme dont je viens de parler. Sur la réforme de la procédure pénale, on vient il y a un mois à peu près de lancer un chantier avec donc la ministre de la Justice, le secrétaire d'État au numérique sur l'identité numérique, puisque vous savez qu'un des problèmes évidemment qui se pose aujourd'hui sur la transmission par numérisation, c'est d'authentifier le document d'un côté ou de l'autre. Donc nous avons lancé ce chantier, nous allons progresser, et nous allons progresser sur la numérisation, c'est-à-dire ne plus être obligé d'envoyer. Nous sommes aujourd'hui sur des procédures écrites. On est, comme vous le disiez tout à l'heure, au XXIe siècle, et on va essayer de pouvoir numériser. Par exemple, que le policier soit pas obligé, quand il a un document vidéo, de raconter tout le document vidéo, mais de le transmettre directement. Donc nous allons faire ça. C'est une des tâches sur lesquelles nous sommes en train de travailler avec la ministre de la Justice. Nous allons simplifier aussi les cadres de procédure pénale, parce qu'aujourd'hui,
il y a une complexité de la procédure qui fait qu'entre les procédures de flagrance et puis ensuite les autres procédures, vous avez des difficultés d'interprétation qui font que beaucoup de dossiers sont cassés, ce qui fait que vous avez beaucoup d'OPG qui disent, alors que c'était le métier roi il y a, je veux dire, 10-15 ans, qui disent aujourd'hui, moi je ne veux plus être OPJ, et vous en avez 2600 l'année dernière qui ont rendu leur accréditation d'OPJ. Donc c'est un véritable problème sur lequel nous sommes en train de travailler. Sur les services, croyez-moi, nous essayons de travailler beaucoup ensemble, et vous savez que nous avons donc un conseil défense qui est tous les mercredis matins avant le Conseil des ministres, où il y a à la fois présent les ministres concernés, mais en même temps donc l'ensemble des directions, et où nous échangeons un certain nombre d'informations confidentielles. Mais croyez-moi, les services travaillent beaucoup ensemble aujourd'hui, et c'est totalement nécessaire. Alors il faut encore renforcer, c'est pour cela que le président a souhaité mettre auprès de lui donc un coordinateur qui resserre encore les choses. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, le travail en commun, y compris avec le renseignement territorial, tout ceci fonctionne bien. La chaîne, à mon avis, fonctionne beaucoup mieux qu'au moment des attentats, par exemple, tout simplement parce que l'étendue de la menace impose aux uns et aux autres de travailler ensemble. Et croyez-moi, on a un président de la République qui est assez exigeant sur ces problématiques, et nous passons, si je puis dire, à la question tous les mercredis matins pour savoir, par exemple, quand il y a une faille, pourquoi il y a eu cette faille, comment ça s'est produit, pourquoi, remettant en cause, y compris, je veux dire, le pouvoir des préfets dans leur ressort, de manière à ce que les services fonctionnent véritablement en commun. Sur le socle commun à tous les grades, vous avez raison, et c'est un des points sur lesquels nous sommes en train de travailler. Que quelque part, il y a au moins un moment où simple donc sur la formation, simple gardien de la paix, officier et commissaire puissent avoir un petit moment en commun, de manière à ce qu'à un moment donné, il y ait un esprit d'équipe et de corps qui se crée. Je propose maintenant aux trois derniers intervenants, à savoir M. Sol, Mme Loisier et M. Dominati, de poser leurs questions et de faire peut-être une réponse groupée ensuite. D'accord. Donc, M. Sol. Oui, monsieur le ministre, Monsieur le Président, mes chers collègues, beaucoup de choses ont été dites. Moi, je salue les mesures, en tout cas, que vous prenez, Monsieur le ministre, même si je pense intimement qu'au regard des problématiques et du contexte sociétal que nous traversons aujourd'hui, elles seront insuffisantes. Je propose en tout cas que soit revu au stade de l'enquête où nous sommes aujourd'hui. On sent bien que le management fait défaut et que nos forces de police et de gendarmerie, en tout cas nos forces de sécurité, attendent aujourd'hui un soutien fort et une reconnaissance. Beaucoup de mes collègues l'ont souligné, mais je le redis avec conviction. Et ce soutien et cette reconnaissance passent effectivement, à mon sens, par une revisitation du management qui doit être harmonisé, décloisonné. Nous avons bien senti que c'était une véritable problématique à tous les niveaux d'ailleurs de la strate. Ce soutien, cette reconnaissance passe aussi, à mon sens, par une formation adaptée. Mes collègues ont évoqué un tronc commun, pourquoi pas une académie effective avec donc la hiérarchie et puis les policiers de base, et puis une formation aussi peut-être à la confrontation à la mort. Ça a été souvent souligné comme étant un obstacle important et une cause du mal-être donc exprimé par nos policiers, nos forces de l'ordre. La procédure pénale, je n'y reviendrai pas. C'est vrai que ce qui
est souvent aussi ressorti, la protection des familles, l'angoisse de ces familles qui aujourd'hui, vous l'avez souligné Monsieur le Ministre, sont séparées puisque certains policiers, certains gendarmes sont à Paris et puis leurs familles sont en province et effectivement la peur et l'angoisse est quotidienne et pluriquotidienne. Donc pourquoi pas effectivement travailler sur un plan d'accompagnement de ces familles. Et puis surtout, Monsieur le Ministre, faire en sorte que ces relations hiérarchiques entre le sommet et la base, même si elles doivent effectivement exister, soient un petit peu gommées. Et moi je reviens à cette question fondamentale du cap et du management. Je vous remercie. Madame Loisier, et ensuite Monsieur Dominati pour terminer. Président, Monsieur le Ministre. Alors peut-être que la question a déjà été évoquée, donc vous m'excuserez. Je voulais juste rebondir. J'ai le sentiment que la problématique de management n'est pas forcément la même, en tout cas en ce qui concerne la police et la gendarmerie, et que pour la gendarmerie, on est davantage dans un problème de reconnaissance. Et d'ailleurs, on a pu le constater lors de nos auditions avec un certain nombre de questions qui peuvent davantage porter sur les effectifs et sur les répartitions. Donc moi, je voulais revenir sur 2 points, mais peut-être que vous les avez évoqués, hein, donc sur les 10 000 postes créés. Les ratios précédents, c'était plutôt des ventilations qui allaient vers 40% en gendarmerie, 60% en police. Aujourd'hui, on est, dans les dernières informations, à peine sur 25% sur la gendarmerie. Donc pourquoi ? Comment ça s'explique? Et on observe aujourd'hui dans nos territoires ruraux une vraie carence, une absence de renouvellement, une vraie problématique sur la présence des gendarmes, surtout sur des communautés de brigades de plus en plus étendues. Et puis enfin, une question un peu plus accessoire, mais qui est du même ressort. En matière de DGSI, je me suis laissé dire qu'il y avait finalement peu de recrutement de gendarmes au sein de la DGSI. Alors pourquoi? Merci. Monsieur Dominati, pour terminer. Monsieur le ministre, je voudrais rebondir un peu suite à la réponse que vous avez apportée à mon collègue Leroy. Parce que je dois d'abord dire que les chiffres que vous avez évoqués, mais je ne vous en ferai pas reproche, ce ne sont pas les chiffres que l'on trouve dans la discussion budgétaire. Et vos propos très complets ont laissé entendre qu'il y avait une sorte de continuité, je dirais, à partir de 2012 jusqu'à maintenant. Et dans la réponse que vous avez formulée à mon collègue Leroy, vous avez laissé entrevoir de possibles réformes, ce qui est plutôt une bonne chose en fonction de l'expérience que vous aurez eue, je dirais, au début de cette mandature, parce que en réalité, lorsque vous évoquez les chiffres, c'est pas un problème d'effectifs qui nous sépare. La question n'est pas de savoir s'il y a un grand nombre d'années, il y avait des effectifs alors que la situation était différente en baisse, et si aujourd'hui il fallait en mettre, parce que depuis on a eu la crise du djihadiste et la crise de des migrations. En réalité, lorsqu'on prend la dernière loi de règlement, celle de 2016, et que l'on compare à celle de 2006, on s'aperçoit qu'il y a 30% de budget en plus pour les personnels et 5% en moins pour le fonctionnement. Et c'est ça qui nous différencie dans le débat budgétaire. Et en réalité, si on a des effectifs, mais pas de moyens, effectivement, vous devenez peut-être l'infirmier ou vous mettez des pansements. Mais si vous évoquez les réformes que vous avez laissé entendre, et peut-être que l'expérimentation, puisqu'il n'y a rien dans le budget pour la police du quotidien, on n'en est qu'à l'expérimentation, effectivement, on arrivera peut-être à résoudre ce gap. Alors le but de la commission d'enquête, c'est les moyens. C'est pas le fait de simplement de l'état des forces de police, c'est les moyens dont nos forces ont besoin. Moi, j'aimerais savoir si vous considérez que le ratio actuel, 12,5%, pour le fonctionnement et l'investissement, ça correspond à ce que vous attendez et que vous êtes satisfait en tant que ministre de l'Intérieur. Vos prédécesseurs ont dû arracher à chaque fois au président de la République précédent des budgets complémentaires. On sait très bien qu'on n'arrive pas à payer les loyers. Vous avez été obligé de faire, à juste titre, un moratoire pour échelonner les loyers, ce qui prouve bien dans quel état on est. Est-ce que, effectivement, dans l'urgence, vous êtes obligé de défendre un budget, ou est-ce que vous attendez une période probatoire, et peut-être que cette commission va vous donner des moyens de convaincre vos interlocuteurs, plutôt du côté de Bercy, pour avoir un plan d'exception?
C'est les moyens qui nous intéressent et non pas la politique générale, parce que vous avez été très complet sur la politique générale. Je dois dire, la décentralisation, c'est une bonne chose, la numérisation, c'est une bonne chose, vous avez bien détaillé. Mais ce ratio-là, c'est ce qui m'importe pour ma part le plus, et je crois que c'est dans la continuité de ce qu'a dit mon collègue Leroy. Merci bien. Donc, je vais essayer de répondre aux différentes interventions. Sur les mesures insuffisantes, bon, tout le monde peut trouver que les mesures que prend le ministre de l'Intérieur sont insuffisantes. Il y a d'autres jugements, comme vous le savez. Il y en a d'autres qui pensent que le ministre de l'Intérieur est plutôt au contraire trop contraignant et trop sécuritaire. Et donc, voilà, il a une image qu'on aimerait plus détendue, plus cool. Mais le ministre de l'Intérieur, c'est le ministre de l'Intérieur. Et quand il y a des problèmes, nous devons essayer de pouvoir les résoudre. En tout cas, si je suis venu dans ce ministère, c'est pour traiter les problèmes sur le fond et dans toutes les dimensions. Hein. Et je reviendrai sur ce point tout à l'heure dans la réponse à M. Dominati. Sur le management, moi je suis d'accord avec vous. Hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit sur les profils des personnels, des commissaires, on va vous juger non pas sur la façon dont vous ferez les reportings, mais la façon dont vous obtiendrez des résultats concrets, comment la population vous jugera. Parce que vous saurez agir avec vos hommes. On va vous donner beaucoup plus de pouvoir de manière déconcentrée. Mais après, vous aurez des pouvoirs, mais vous serez responsable de ce que vous aurez fait de vos pouvoirs et on progressera ou on ne progressera pas en fonction des résultats effectivement obtenus. Mais ce n'est pas sur chaque jour, c'est sur une période d'1 an et demi. Qu'est-ce que vous avez fait changer dans l'endroit où vous êtes? Sur le soutien fort, alors, je crois que de la part du ministre de l'Intérieur dans les derniers temps, la police, la gendarmerie, les forces de l'ordre en général ont plutôt pu compter sur un soutien assez fort. C'est même d'ailleurs ce qui m'est quelquefois un peu reproché. On aimerait que je dénonce plus ceci ou cela dans les forces de police ou de gendarmerie. Moi, je trouve qu'elles font un boulot dans les conditions qui sont celles d'aujourd'hui, qui est assez extraordinaire, et que les manquements à la déontologie que je vois dénoncés partout ne sont pas aussi évidents que cela. Nous avons fait plusieurs enquêtes. Vous avez demandé d'ailleurs d'avoir un certain nombre de rapports. Moi, je suis pour la transparence. On vous enverra un certain nombre de rapports que vous avez demandé. Comme ça, vous pourrez les voir en profondeur sur l'analyse des choses. Mais je pense que nos forces font quand même un travail tout à fait formidable. Sur prolonger ce qu'on disait tout à l'heure sur les formations, avec le président de la République avait parlé de l'académie dont vous avez parlé. On va essayer de tendre vers cela, mais il faut toujours rester modeste parce qu'on a beaucoup de progrès à faire et sur la formation initiale et sur la formation continue, parce qu'il ne suffit pas simplement de faire de la formation initiale, il faut se reformer, et en plus la société évolue, c'est-à-dire qu'il faut former de manière un peu différente, et donc nous avons beaucoup à nous interroger sur cette problématique, et c'est ce que nous sommes en train de faire. Sur le problème des familles, je suis d'accord avec vous qu'il faut essayer de travailler sur ces difficultés-là. C'est ce qu'on essaye de faire, mais dans la mesure quand même où on est obligé d'avoir des gens sur la région parisienne, parce qu'autrement on n'en aurait pas. Donc on est obligé de faire cela. Sur le problème sur la gendarmerie, les gendarmes ont beaucoup de reconnaissance. Si vous voulez dire simplement sur les effectifs, je signale qu'une partie des effectifs de la police est sur la PAF, la police de l'air et des frontières, puisque évidemment nous avons quelques problématiques.
qu'une partie est affectée à la DGSI et au renseignement territorial, et que nous allons avoir des gendarmes qui vont être intégrés maintenant, parce que nous souhaitons justement qu'il y ait un travail qui soit fluide entre les deux forces, et c'est ce qui commence, je dois dire, à se faire partout. Moi, j'ai vu par le passé alors pour le coup, l'invention de ce que vous dites, sur les moyens, c'est-à-dire par exemple sur tous les problèmes de cyber, etc. Avant, chacun inventait les choses dans son coin. Là, on essaye maintenant de rapprocher les points de vue, et pour la première fois, police et gendarmerie travaillent ensemble sur l'invention de l'avenir, tout ce qui est cybercriminalité, etc. Donc, on commence, à mon avis, à progresser beaucoup. Après, moi, je veux bien qu'on regarde les ratios, en fonctionnement. Je le dis, nous avons accru les moyens de fonctionnement de manière extrêmement importante. Combien ? Presque 30%. 30% depuis Depuis 2015. Depuis 2015, donc c'est en crédit de paiement. En crédit de paiement, mais on comparera, si vous voulez, nos chiffres. Mais effectivement, je pense que l'outil est fondamental. C'est-à-dire que l'équipement smartphone, en l'espace de quelques années, transformé totalement la façon dont on travaille aujourd'hui sur le terrain. Et que demain, je veux dire, la caméra piéton, quand tout le monde en aura, enfin, quand au moins les forces qui sont au contact principal en auront, ça change totalement les choses. Et ce que je vois dans les inventions du futur vont nous permettre, là aussi, dans les prochaines années, de changer totalement la façon d'opérer. Vous voyez, je crois que c'est aujourd'hui la police de demain, je le prends au sens large du terme, c'est, je dirais, la complémentarité de l'humain et de la technologie. Et il faut emboîter les deux. Vous ne faites pas tout dans la technologie, mais il faut l'humain, mais en même temps, il faut que l'humain il ait les moyens d'une technologie et d'une réalité, on va dire, augmentée pour pouvoir appréhender ce qu'est aujourd'hui, ce que sont aujourd'hui les problèmes de délinquance. Parce que dites-vous bien que sur tous les problèmes que vous voyez au quotidien, moi je prends stupéfiants, prostitution, etc., etc., on n'est plus comme on était il y a 30 ou 40 ans dans des réseaux qui peuvent être très locaux. Dans beaucoup de cas, on est dans des réseaux de criminalité organisés à l'échelle mondiale. Et donc, si vous voulez travailler sur ces réseaux, évidemment, il faut des moyens extrêmement importants qui vous permettent d'être au moins aussi efficaces que ceux qui sont en face de vous et qui, eux aussi, sont équipés maintenant de moyens cyber. Moi, je suis impressionné, on parlera dans quelques temps de asile et immigration, mais sur des réseaux de passeurs à l'échelle internationale, c'est assez hallucinant la façon dont les choses sont organisées. Quand je découvre ça, vous découvrez ça quand vous arrivez au ministère et que vous avez un certain nombre d'informations, c'est quand même... on a quand même une menace devant nous qui est extrêmement forte, parce que le monde s'est globalisé, mais il s'est globalisé pour l'économie, mais aussi sur la criminalité. Elle est aujourd'hui organisée à l'échelle mondiale, et donc nous, il faut qu'on soit capable de pouvoir l'appréhender aussi de cette manière, d'où d'ailleurs, quand on parle de coopération entre les polices, etc., c'est pas simplement à l'intérieur de nos services sur le sol national. C'est avec tout le monde qu'il faut effectivement coopérer de manière à pouvoir intervenir dans de bonnes conditions et faire reculer la délinquance sous toutes les formes. Voilà. Voilà pour l'audition de Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, qui s'est donc exprimé hier devant les sénateurs de la commission d'enquête sur l'état des forces de sécurité intérieure, aussi bien la gendarmerie que la police. L'occasion pour Gérard Collomb de revenir sur les problèmes du malaise policier. Le ministre a reconnu les problèmes de budget pour l'investissement, pour les équipements, pour l'immobilier dans la police. Le ministre de l'Intérieur qui est également revenu sur la consultation
consultations mises en place pour entendre le malaise policier et dire que l'exécutif est à l'écoute des syndicats policiers. Le ministre qui est également revenu sur la police de sécurité du quotidien et sur les objectifs de l'exécutif en la matière. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les auditions sur notre site publicsénat.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.